J'avais dit que c'était un scandale presque comme le sang contaminé, alors qu'on savait très bien qu'avec les traitements de substitution, on arrivait à une réduction massive, ce qui s'est confirmé par la suite lorsque la France a débloqué les traitements de substitution, introduit la buprédorphine, etc. Donc c'est un mauvais souvenir, mais il y a encore quand même trop d'overdoses et je suis très content qu'on ait pu introduire ce sujet dans ce colloque. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à Isabelle Giraudon de l'OEDT qui va faire l'effort de parler en français. Et merci beaucoup. Isabelle. Allons. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond de la salle? Ça va? Merci. Voilà, je voulais d'abord remercier les organisateurs de la conférence pour nous avoir conviés à l'Observatoire européen à participer à cette grande conférence et en particulier pour parler de cette problématique des overdoses en Europe. Je vais commencer par vous fournir la situation actuelle et les toutes dernières tendances en vous donnant donc quelques résultats qui ont été publiés cette année en juillet. Globalement, en Europe, on a au moins 7580 décès qui se sont donc passés dans les pays de l'Union européenne. Et si on ajoute la Norvège et la Turquie, qui sont les deux autres pays avec lesquels on travaille, on arrive à au moins 8400 décès en Europe pour la dernière année. En termes d'âge, il s'agit d'adultes jeunes. On a une moyenne d'âge de 38 ans. Vous voyez que la tranche d'âge des 40-64 ans représente 43% des décès. Dans 4 cas sur 5, il s'agit d'hommes. Et on a une grande majorité de cas qui sont liés à des opioïdes. Si vous voyez sur la droite, on a ici les tendances depuis l'année 2006. Et on a mis en particulier certains pays en évidence. Il s'agit des pays qui contribuent le plus lourdement à tous ces décès en Europe. On a en rose clair le Royaume-Uni, suivi ensuite de l'Allemagne, de la Suède, de l'Espagne et de la Turquie. Et puis ensuite, en gris, on a tous les autres pays donc de l'Union européenne, la Norvège et la Turquie. C'est assez important de voir comment se répartissent les cas de décès en Europe, puisque tout ce qui va se passer, en particulier au Royaume-Uni, va avoir un impact très important sur les chiffres, mais aussi sur les tendances de ce qu'on décrit en Europe. Si on ajoute Royaume-Uni et Allemagne, on a pratiquement la moitié du nombre de cas déclarés. Alors on va revenir sur ces chiffres, sur la façon de les analyser. Je vais aussi vous parler un petit peu des tendances les plus récentes, celles qui ont été décrites par nos experts en septembre cette année. Vraisemblablement pour l'année 2016, on risque d'avoir une augmentation, peut-être plus de 800 cas ou plus que 1000 cas, puisqu'on a de nombreux pays pour lesquels une augmentation vraiment nette est rapportée. J'ai mentionné Autriche, Allemagne, Hollande, Royaume-Uni, Estonie, Turquie en particulier. Ce sont des données qui sont encore en validation, mais on voit vraiment un rebond de l'héroïne et puis aussi l'implication d'autres opioïdes et également de nouvelles substances psychoactives. Alors, ce que je vais couvrir aujourd'hui dans cette présentation, c'est d'abord rapidement les objectifs, les méthodes et puis les sources de données que l'on utilise. On va parler des derniers chiffres et des dernières tendances, avec une attention particulière aux opioïdes. Et puis aussi, on va parler des défis pour le monitorage et puis pour l'interprétation de ces données, et bien sûr pour les réponses qu'on peut et qu'on doit apporter en Europe. Alors, le rôle de l'IMCDDA, donc c'est l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies. C'est une des agences décentralisées de l'Union européenne. Nous sommes basés à Lisbonne et notre action est vraiment complètement calée et dirigée vers
stratégie européenne en matière de drogue et les plans d'action en matière de drogue. Concrètement, notre rôle, c'est de fournir des données fiables, comparables et de l'évidence scientifique pour informer les prises de décision en Europe. Alors, très concrètement, on travaille avec un réseau donc, dans les 28 pays de l'Union européenne, et puis la Norvège et la Turquie, et on a des partenaires dans chaque pays. Il s'agit de ministères de la Santé, de ministères de l'Intérieur, d'instituts de santé publique, d'universités ou d'observatoires, comme c'est le cas en France. Bien sûr, notre partenaire particulier privilégié, c'est l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Alors, concernant les drug-related deaths, les overdoses, ce monitorage est en fait un des 5 indicateurs épidémiologiques de l'agence. On a en réalité 2 objectifs. Le premier qui est de monitorer le nombre et les caractéristiques des décès induits par des drogues. Et puis le deuxième qui est de regarder les choses plus largement avec la mortalité parmi les usagers de drogue. Mortalité liée aux overdoses, mais liée également aux autres causes. On va se concentrer aujourd'hui, bien sûr, sur les overdoses. Les 30 pays donc, nous fournissent des données agrégées du nombre d'overdoses avec des détails en matière d'âge, de sexe et de toxicologie. On a 2 sources de données importantes. La première, ce sont les registres généraux de mortalité, et pour la France, c'est donc le CEPIDC. Et la deuxième source, qui est importante, très importante aussi, ce sont les registres spéciaux, qui permettent en général d'avoir de meilleures données sur la toxicologie. Pour la France, il s'agit du réseau DRAM. On a une définition commune européenne qui est donc des décès qui surviennent peu de temps après la consommation d'une ou plusieurs substances psychoactives illicites directement liées à cette consommation, bien que soient souvent impliquées d'autres substances telles que l'alcool ou les médicaments. Cette définition, pour ce qui concerne les registres généraux, elle est traduite dans cette sélection de codes de la classification des maladies, ce qui permet, en théorie, d'avoir pour chaque pays une définition commune et une façon commune d'extraire et de rapporter ces cas pour assurer une comparabilité au niveau européen. Je reviens maintenant à la situation et aux tendances. On a vu tout à l'heure les nombres, les chiffres d'overdose. On peut regarder aussi les taux de mortalité par overdose. Globalement, on a 20 décès par million de population, mais ça cache évidemment des différences. On a un taux de 32 pour les hommes et de 8 pour les femmes. Et si on regarde plus finement, bien sûr, on a les tranches d'âge dans la trentaine, dans la quarantaine, pour lesquelles on a des taux de mortalité bien plus élevés. En termes de géographie, comme vous voyez sur la carte, on a un gradient nord-sud très clair, avec une mortalité rapportée qui est beaucoup plus élevée dans la plupart des pays du nord de l'Europe. Si vous voyez ensuite sur la gauche, on voit la petite ligne grise en bas qui est donc ce taux de mortalité moyen de 20 décès. Et puis au-dessus, on a les pays pour lesquels on a une mortalité beaucoup plus élevée que la moyenne européenne. Il s'agit donc de l'Estonie, de la Suède, de la Norvège, de l'Irlande, Royaume-Uni, Lituanie, Danemark et Finlande. Il y a différentes raisons qui expliquent ces différences. Une raison importante qui est simplement la qualité des données. Dans des pays du Nord, on a des taux d'autopsie qui sont plus élevés que dans d'autres pays du Sud. On a également des très bonnes connexions entre les services de toxicologie et les registres généraux de mortalité. Donc la bonne qualité, la bonne sensibilité des systèmes contribue pour une part à ces taux plus élevés qu'on observe dans le Nord. En termes de toxicologie, on a dit qu'on avait une grosse majorité des cas européens d'overdose qui étaient liés à des opioïdes, 80 ou 90%, mais on a effectivement quelques pays, par exemple si on regarde à droite la République tchèque, où on a pervitine, méthamphétamine, amphétamine, la Hongrie où on a aussi eu beaucoup de catinone,
la Turquie, où on a des cannabinoïdes de synthèse cette année. Latvia, on a plutôt de l'amphétamine. Au Portugal, on a de la cocaïne. Mais globalement, la grande majorité des cas d'overdose rapportés en Europe sont liés aux opioïdes. Et dans la grosse majorité de ces cas, il s'agit effectivement d'héroïne. Alors, quelques mots maintenant sur le contexte et l'interprétation de ces données. On va voir d'abord la démographie, puisqu'on a une cohorte vieillissante d'usagers d'opioïdes en Europe. On va parler des populations à risque, en posant la question de quel est le dénominateur qu'on doit considérer, les traitements et la réduction des risques, et puis aussi les produits, les nouvelles substances psychoactives, et en particulier les nouveaux opioïdes. Ici, vous voyez la distribution par âge des décès en Europe en 2006. Et on compare maintenant avec cette image en rose la distribution par âge des décès en 2014. On a des volumes qui sont pratiquement équivalents entre les deux époques, mais ce qu'on voit assez nettement, c'est ce glissement, ce vieillissement de plus d'une dizaine d'années entre les deux périodes. Je rajoute ici, la ligne rouge correspond donc aux données 2015, où on avait une petite augmentation sur à peu près toutes les tranches d'âge, mais toujours cette tendance de vieillissement. Et sur les données préliminaires qu'on a pour 2016, on va être sur la même chose, avec toujours ces tranches des quarantenaires, des cinquantenaires, où on va avoir plus de décès, mais aussi une augmentation parmi les jeunes. Alors, ce glissement, ce vieillissement des cas de décès, il est vraiment en miroir avec ce qu'on observe dans les données de traitement. Ici, vous voyez en haut 2006 et en bas 2013. Et en bleu marine, bleu foncé, vous avez les clients qui sont entrés en traitement avec les opioïdes comme première substance. Vous voyez que l'âge médian, qui était entre 25 et 29 en 2006, est passé à 35 en 2013. On a vraiment, en Europe globalement, un vieillissement des personnes dépendantes, des personnes usagers d'opioïdes. Alors ici, c'est juste pour illustrer ça avec le Royaume-Uni. Royaume-Uni, donc à nouveau, qui est un très gros contributeur, qui représente un tiers des cas européens. Ici, on voit très clairement, au fil des années, que les tranches d'âge au-delà de 45 ans représentent maintenant 40% des décès au Royaume-Uni, alors qu'elles représentaient 20% en 2006. Cela dit, les situations varient. Je reprends un autre exemple, celui de la Suède. Alors pourquoi la Suède? Parce qu'on a observé pratiquement de manière continue sur les 10 dernières années une augmentation du nombre de cas de décès. Mais quand on regarde la distribution par tranche d'âge, et on le voit même mieux sur cette diapo, on se rend compte que cette augmentation, elle a été observée en réalité dans toutes les tranches d'âge. Donc on a des phénomènes différents. On a d'une part ces usagers d'opioïdes plus vieux qui atteignent leur quarantaine, cinquantaine, mais on a eu aussi pour la Suède des décès parmi les gens d'une vingtaine d'années. On verra que dans ce cas, certainement, des opioïdes de synthèse ont certainement joué un rôle. Alors, une chose importante à considérer quand on essaye d'appréhender ces overdoses en Europe, c'est bien sûr le nombre de personnes qui utilisent des opioïdes. On estime en Europe qu'il y a 1,3 million personnes qui sont usagers d'opioïdes, mais on voit qu'il y a évidemment des différences dans l'Europe. Ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a regardé les pays où on avait des taux importants de mortalité, et on a vu qu'il y avait une corrélation assez juste entre le nombre estimé d'usagers et le nombre de décès. C'est important, par exemple en Écosse, on voit que le très très haut taux de mortalité est corrélé bien sûr au nombre d'usagers d'héroïne en particulier. Il s'agit vraiment d'héroïne en Écosse. Voilà. C'est important, je pense, pour le débat public parce qu'on a besoin d'avoir les chiffres
les chiffres globaux, les nombres de personnes qui sont décédées, c'est important pour les politiques publiques, mais c'est aussi important d'avoir cette approche en matière de risque, puisque la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un usager d'héroïne en Écosse est plus à risque de mourir qu'un usager d'héroïne en Lituanie, et si oui, pourquoi? Et si oui, quelles sont les leçons qu'on peut apporter, quelles sont les réponses qu'on peut apporter, quelles sont les choses qui peuvent être peut-être changées. Donc c'est une approche importante aussi. Je ne vais pas parler longtemps du traitement parce que je crois qu'on a d'autres sessions pendant toute cette conférence qui vont parler de ça. Mais comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est un des points vraiment, un des points fondamentaux. On sait qu'il y a une évidence vraiment indiscutable, très nette, que les traitements de substitution protègent non seulement des décès par overdose, mais protègent aussi des autres causes de décès. On a globalement en Europe donc à peu près la moitié de la population estimée usagée d'opioïdes qui est couverte par un traitement, mais ça cache bien sûr des disparités européennes importantes. Et on a quand même toute une série de pays où on a, pour diverses raisons, des couvertures qui sont loin d'être satisfaisantes. Voilà, je vais maintenant passer donc sur cette question des nouvelles substances psychoactives. Alors, désolé, il y a une petite typo. En fait, en ce moment, au niveau européen, on monitore plus de 650 substances psychoactives. Et il s'agit en particulier de cannabinoïdes de synthèse et de cathinone. Mais c'est vrai que si on parle des décès, les opioïdes en particulier posent de grosses questions et vraisemblablement c'est ce qui va émerger et nous poser des problèmes maintenant. On a 21 nouveaux opioïdes qui ont été formellement notifiés au niveau européen et 15 d'entre eux donc, sont considérés comme des dérivés de fentanyl. C'est assez nouveau parce qu'en fait en Europe on a certains pays comme en particulier l'Estonie où le fentanyl est extrêmement bien implanté depuis des années, où en fait il a complètement substitué l'héroïne et où pratiquement tous les décès sont liés au fentanyl ou à l'amphétamine, il n'y a pas d'héroïne. Mais ce qu'on voit émerger là, c'est vraiment une variété de nouvelles substances et on les voit arriver dans différents pays. C'est notifié sous forme de saisie, mais aussi sous forme de décès ou sous forme d'intoxication aiguë. Je vais juste rapidement faire le parallèle avec ce qui est rapporté par nos collègues des États-Unis. Il y a eu en fait au cours des dernières années 3 vagues de décès liés aux opioïdes, avec une première vague qui était essentiellement liée à l'oxycodone, à l'hydrocodone par exemple, et qui a commencé à partir du tout début des années 2000. Et ensuite, on a eu cette deuxième vague qui a été liée vraiment à l'héroïne. Ça s'est fait au moment où les modalités de prescription et de contrôle ont changé. Donc, il y a eu vraiment un glissement vers les overdoses d'héroïne. Et là, la situation que l'on a maintenant aux États-Unis, ce sont ces décès en masse liés au fentanyl. Donc voilà ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ça nous a été présenté en septembre par Yann Losby du CDC. Et bon, je pense que c'est assez inquiétant pour nous. On n'a pas le même contexte en matière de prescription, en matière de surveillance, mais je trouve que c'est vraiment important de voir ce qui a émergé là-bas, parce que peut-être on n'est pas à l'abri de ce problème de fentanyl. En orange ici, vous voyez les opioïdes et vous voyez qu'on en a donc des nouveaux là depuis assez récemment. Je vais simplement passer sur cette diapo rapidement, mais c'est juste pour rappeler à quel point ces produits sont puissants ou concentrés. On a ici juste l'idée que pour faire 10 000 doses de produits, si on considère la MDMA, l'ecstasy, il faudrait 750 grammes. Et complètement de l'autre côté, à gauche, on voit qu'on est sur des quantités vraiment beaucoup plus petites et que finalement, on arrive à faire des doses avec des quantités très faibles. Ça veut dire beaucoup de profit, beaucoup de facilité à trafiquer.
Et ça veut dire aussi une dangerosité, une difficulté à manipuler, à doser le produit, évidemment. Je ne vais pas parler de chaque cas, mais je vais simplement illustrer ce qui s'est passé avec certaines de ces substances. Voilà ce qui s'est passé avec l'acétylphentanine. On a eu en 1995 ce pic de décès, essentiellement rapporté en Suède, mais aussi dans d'autres pays. On a eu aussi cet autre opioïde qui a été détecté dans plusieurs pays européens, qui a occasionné des décès en Finlande en particulier. Et là, il y a un autre problème qui est soulevé, c'est que dans certains cas, en Écosse par exemple, ce produit a été manufacturé et vendu comme du diazépam. Donc il y a vraiment des lignes là qui se croisent et des nouvelles formes en fait, de médicaments, enfin des nouvelles formes d'opioïdes de synthèse qui peuvent être présentées comme des médicaments. On a vu aussi qu'ils peuvent être retrouvés dans des échantillons d'héroïne qui sont disponibles sur Internet. Et j'illustre ça aussi avec le cas de l'acryolfentanyl. On était très préoccupés de voir en particulier que cet opioïde de synthèse est disponible sous forme de spray, de spray pour inhalation. Et je pense que ça, c'est un problème puisqu'on va peut-être avoir le risque de toucher d'autres publics, des publics qui ne sont pas nécessairement des usagers d'opioïdes, je dirais établis, ou des usagers d'héroïne, mais on va pouvoir toucher des publics avec ces formes de produits, des publics différents qui vont pouvoir accéder à ces produits sur Internet, et ça peut être consommé dans d'autres contextes par d'autres publics. Voilà, donc les conclusions de cette vue-là des données européennes. On a une augmentation du nombre d'overdoses en Europe, c'est assez net sur les données 2016. L'héroïne et les autres opioïdes sont en cause principalement. On a des contextes très différents en matière de démographie, mais aussi de prévalence d'usage et en matière de produits disponibles, de marché de produits. Le risque peut-être d'avoir des nouveaux publics aussi, une diversification des usages d'opioïdes, une offre de nouvelles substances psychoactives qui est en perpétuel renouvellement, avec un risque de diffusion, de substitution. Et puis aussi, quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on a malgré tout une limitation dans les données qui sont disponibles dans certains pays. Et c'est le cas à la fois pour les données de toxicologie, mais c'est le cas aussi pour les données qui concernent les réponses. On a, par exemple, je montrais cette estimation du nombre de gens dépendants d'opioïdes qui ont accès ou non aux OST, au traitement de substitution. Ce sont des données qu'on n'a pas dans tous les pays, alors que ça devrait constituer la base de la réflexion sur les politiques de santé publique. Donc il y a des limites dans les données, des limites aussi dans les données qu'on a en matière de toxicologie. On a fait une étude là récemment avec nos collègues allemands auprès de laboratoires de toxicologie en Europe. Et ce qui est très évident, c'est que, par exemple, le dépistage du fentanyl en post-mortem ne fait pas partie des routines, ne fait pas partie du screening systématique dans tous les laboratoires. Donc vraisemblablement, on manque des cas pour lesquels, derrière un label héroïne, on peut avoir d'autres substances impliquées. Voilà, et puis simplement, certainement, le besoin de repenser les réponses en matière de prévention, en matière de traitement, puisque on n'est plus dans l'image qu'on avait peut-être il y a 20 ans, avec des usagers qui étaient essentiellement des usagers d'héroïne. On a des populations qui changent, des nouvelles substances qui sont disponibles. Donc il va falloir certainement repenser les réponses mainstream, les plus courantes, les plus acceptées, mais aussi peut-être des réponses alternatives ou des réponses ajoutées à ça. Voilà, j'en profite juste pour faire un petit peu la publicité donc, de tout ce qu'on a mis en ligne cette année en parallèle avec ce rapport européen. On a des rapports par pays aussi qui permettent de voir où se situe chacun des pays pour les différents indicateurs qui sont monitorés.
vous propose qu'on pose toutes les questions à la fin posées dans la discussion générale. Merci beaucoup pour cette excellente revue qui nous permet quand même de voir à quel point on a encore beaucoup de progrès à faire. Et je vais laisser maintenant la parole à Michel Malaret de Grenoble qui va nous parler des décès en France. Comment on fait pour avancer là-dessus ? Merci pour l'invitation. Et donc, effectivement, on va voir un peu les apports et les limites des données actuelles sur l'évaluation des overdoses, mais aussi des décès accidentels chez les patients addicts. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt. Donc, comme on vous l'a dit, on connaît les usagers en France. C'est vrai qu'il est intéressant de voir la publication de Janssen qu'il faudra peut-être affiner, mais qui serait en faveur d'un nombre actuel d'usagers d'héroïne annuel de 100 000 environ. Donc, les circonstances de décès chez le patient addict, comme vous l'avez vu, on va surtout essentiellement voir les cas de mort subite, donc les cas d'overdose, surdosage, mais aussi les complications aiguës, infarctus, non liées à un surdosage, mais qui peuvent survenir. Mais on sait que par ailleurs, l'espérance de vie de ces usagers est diminuée pour diverses complications. Donc les apports de l'étude DRAM qui est faite, c'est qu'il y a des données analytiques toxicologiques et médico-légales qui sont requises par la justice, et c'est comme cela qu'on les récupère. C'est les seules données toxicologiques accessibles en France, et finalement elles sont assez reproductibles d'année en année, puisqu'on voit, malgré ce volontariat des toxicologues analystes, que c'est finalement assez reproductible. On fait une imputabilité parce que c'est pas parce qu'il y a un décès que forcément la substance est responsable du décès. Donc c'est un travail assez long pour essayer d'évaluer cette relation entre la substance et le décès. C'est un suivi depuis 2002. Donc on peut aussi avoir un accès sur les données départementales grâce finalement à chaque tribunal de grande instance. Et puis cette étude DRAM avec une recapture avec CEPIDC et les données de la police en 2007 ont permis de dire qu'il y avait environ 1100, enfin presque 1200 morts en France en 2007. Et je crois que les chiffres de 500 morts avant l'ère des TSO étaient sûrement sous-estimés puisqu'il y avait des données assez insuffisantes en France avant l'arrivée des TSO. Et c'est fort dommage. Les limites, c'est les données sont non exhaustives, donc et on peut toujours se poser la question d'un biais de sélection, même si on n'a pas l'impression qu'il y en ait, mais c'est vrai que c'est sur réquisition de la justice, donc c'est pas systématique, et par ailleurs, les toxicologues sont volontaires, donc tous ne participent pas à l'étude. De surcroît, les données sont anonymisées, et donc on ne pourra, pour l'instant, on ne peut pas finalement croiser des données avec autre chose. Donc on n'a pas la trajectoire des personnes décédées. On ne sait pas s'ils ont été hospitalisés auparavant, s'ils sont suivis, s'il y a une prescription de médicaments ou pas. Et c'est une grande question, on en reparlera, est-ce que les personnes décédées sont mortes du fait d'un accès à un TSO ou à autre chose au marché noir ou pas. Et puis, par exemple, quand on fait des études différentes, on se rend compte que 10% des injecteurs de buprenorphine ont une prescription d'acide fusidique. Donc, on voit bien qu'on peut essayer de repérer parfois les modes d'injection et le comportement grâce à ces données-là. Pour DRAM, on ne les a pas. Et donc, il n'y a pas d'études de trajectoire et aussi peu d'analyse des cheveux qui permettrait d'avoir une donnée sur le passé, finalement, d'usage de ces personnes décédées, puisqu'on peut revenir sur les données. Donc, les autres données sont importantes. On sait que les TSO réduisent la mortalité. Beaucoup d'études l'ont montré. Et aussi, par exemple, le White a bien montré que la mortalité est majorée avant les TSO et après l'arrêt des TSO. Et surtout, ce qui est important à voir, c'est que le marché noir est un grand pourvoyeur de décès. En Angleterre, 38%,
mais en Suède, ça peut être 80%, puisque 4 personnes sur 5 décédées en Suède du fait d'un TSO n'avaient pas de prescription de TSO. Donc c'est quand même extrêmement important à avoir à l'esprit, et surtout pour les mesures de prévention, c'est tout à fait important à connaître, ce qu'on ne sait pas malheureusement en France. Et des mesures plus contraignantes peuvent réduire l'accès aux substances. C'est ce qui a bien été montré chez les polyprescripteurs, par exemple dans la région marseillaise, où 25% de la buprenorphine était consommée par quelques personnes, donc consommée et surtout revendue. Et donc en faisant une restriction une année par la CNAM, eh bien, on voit bien que cette polyprescription diminue, le fait d'avoir plusieurs prescripteurs pour une même personne, et sans diminuer l'accessibilité aux substances, parce qu'on a montré que les usagers avaient quand même accès au TSO. Et par ailleurs, vous savez que l'étude de Strang a bien montré que la mortalité pouvait être diminuée grâce à des mesures plus contraignantes en Écosse et en Angleterre. Les résultats généraux de DRAM, finalement, montrent qu'on a presque 500 dossiers reçus. Donc, est-ce qu'il y a 800, 1000 personnes décédées? Et donc, on n'a qu'une partie des données, mais peut-être sans biais de sélection, c'est ce qu'on pense, mais on n'en est pas sûr. Et on en exclut quand même un certain nombre parce qu'il y a des données qui montrent que la substance n'est pas responsable du décès. Donc vous voyez quand même qu'il y a un taux d'exclusion qui n'est pas négligeable. Donc, et le nombre d'experts est donc de 45 et peut être variable selon les études, selon les années. Et par ailleurs, on peut différencier les décès directs liés à la substance ou indirectement liés. Par exemple, une noyade, une chute d'un immeuble, eh bien, n'est pas directement liée à la substance, mais peut être un comportement induit, en particulier avec les hallucinogènes, peut être lié à un comportement induit par la substance. Donc, ce sera des décès indirects. Nous ne les prendrons pas en compte dans les analyses plus générales de cette présentation. Donc, vous voyez que les décès directs augmentent progressivement avec un nombre relativement stable d'experts, mais donc c'est effectivement biaisé, puisque c'est une sélection de ces patients. Et je passe assez rapidement sur les caractéristiques des sujets. La plupart meurent finalement à domicile ou dans des régions proches, à environ le 2/3, et 2% meurent en prison. Beaucoup sont en cours de traitement de substitution, mais pas tous. Et vous voyez qu'on arrive quand même à voir que pour certains cas, peu nombreux, mais on manque effectivement des données des cheveux, certains sont naïfs. Et donc, c'est quelque chose qui est important à connaître, naïf à la substance en question. Les TSO, les MSO, sont une part importante des cas de mortalité, puisque vous voyez qu'on flirte avec les 50%. Donc, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc, en 2015, il y a forcément un décalage parce qu'on reçoit les données des toxicologues un peu tardivement. Donc, vous voyez que c'était 41%, mais en 2014, c'était 55%. Et avec une part plus importante pour la méthadone que pour la buprenorphine. Donc, vous voyez qu'en plus, on essaie de différencier entre lorsque la substance est seule en cause ou alors si elle est associée à d'autres substances et qu'elle peut avoir été, le mélange peut avoir favorisé la prise. On connaît bien le rôle des benzodiazépines dans la majoration du risque de décès avec ces substances. Pour la méthadone, on voit que si on rapporte au nombre de patients traités, alors on sait qu'il peut y avoir, par exemple, dans le nord de la France, de la méthadone belge, par exemple, mais enfin, globalement, on peut estimer qu'il y a 2 décès pour 1000 patients traités, en considérant, selon les années, le nombre de patients traités. Donc, on a à peu près ce chiffre-là. Et pour la buprenorphine, c'est un pourcentage, un taux qui est moindre, entre 0,3 et 0,4 décès pour 1000 patients traités. Et finalement, ce rapport entre
un agoniste complet et un agoniste partiel, et globalement de 6 fois plus de décès de méthadone par rapport à la buprenorphine pour 1000 patients traités. Ce rapport est le même en Angleterre. L'étude de Marteau montre bien que c'est également 6, tout à fait remarquable. Riacombe avait dit que c'était 3 il y a quelques années, mais donc il y a toujours une différence entre les deux. Alors, en ce qui concerne les opioïdes licites hors MSO, vous voyez que la morphine n'est pas absente, et donc là c'est bien la morphine, c'est pas l'héroïne. Donc la question, dans certains cas on sait que c'est du scanant, mais pas toujours, dans la majorité des cas on ne sait pas quelle est la substance concernée. Et donc la question va se poser de savoir quel est le nombre d'usagers de morphine dans ce contexte-là, et donc c'est important. Le fentanyl, on en reparlera, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est la spécialité médicamenteuse ou si c'est un fentanyl illicite provenant de Chine ou d'ailleurs. Donc, un des messages importants à avoir à l'esprit, c'est que, effectivement, on ne sait pas quelle est la part du marché noir dans cette mortalité. Donc, dans l'avenir, je pense qu'il sera important que pour drame, on puisse avoir une meilleure évaluation des personnes décédées et de savoir finalement s'ils ont une prescription ou pas, parce que ça peut donner lieu à des modifications pour essayer de réduire ce marché noir, par exemple en réduisant la polyprescription et donc ensuite en essayant de diminuer le nombre, la quantité de médicaments accessibles au marché noir. Pour les stupéfiants illicites, donc vous voyez que l'héroïne a des nombres de décès qui augmentent, mais en nombre, il est moins important que la méthadone. Le cannabis également est présent, donc c'est des cas qui sont très sélectionnés. On a exclu beaucoup de cas à cannabis parce qu'on n'avait pas de preuves d'infarctus aigu, de pathologie cardiovasculaire importante. Donc c'est vrai qu'on a été extrêmement exclusif dans cette évaluation pour vraiment être certain que le cannabis pouvait avoir une part importante dans la survenue du décès. Et vous voyez aussi que les catinones augmentent, et ce n'est pas tout à fait étonnant. Donc vous voyez là la part de l'héroïne et de la cocaïne, et parfois des mélanges entre héroïne et cocaïne. Et puis, pour le cannabis, le rôle des pathologies associées, notamment cardiaques, et c'est bien connu qu'il peut y avoir et maintenant c'est quelque chose qui est bien recherché devant un décès ou un accident cardiaque, de rechercher une pathologie liée au cannabis. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, on voit l'augmentation de la part de l'héroïne, mais aussi des amphétamines et des catinones. Le message numéro 2, c'est effectivement qu'il faudra essayer d'affiner les données entre les différents agonistes complets. Parce que confirmer s'il y a 100 000 usagers, c'est vrai que c'est très différent. S'il y a 20 000 usagers d'héroïne, c'est quelque chose qui peut être à la limite compréhensible qu'il y ait des décès, mais s'il y a autant d'usagers d'héroïne, comme le dit Éric Janssen, eh bien c'est une question qui va se poser de savoir finalement cette mortalité est finalement inquiétante quand on compare les différents agonistes complets. Alors, vous voyez qu'il y a parfois des trous, c'est soit parce qu'il y a moins de cas, et soit surtout les toxicologues analystes sont moins volontaires dans ces cas-là, pour des raisons diverses. Mais vous voyez qu'on peut déterminer le nombre de cas, drame par 10 000 habitants. Et donc, on peut voir, par exemple, dans la Somme, qu'il y a toujours une certaine stabilité dans un nombre important de décès par 10 000 habitants. Donc c'est vrai que c'est un travail qui pourrait être essayer de déterminer finalement si c'est lié à un biais de sélection, finalement si c'est une hyperactivité locale de la justice et des toxicologues, ou alors s'il y a beaucoup d'usagers, ou alors s'il y a des pratiques locales qui peuvent favoriser le nombre important de décès. Donc c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus pour essayer de comprendre et surtout pour avoir une action de prévention de la mortalité.
Et puis le quatrième message qui conforte ce que dit Isabelle, c'est de dire que les fentanyloïdes arrivent en France. Alors, on n'a pas les données de drame 2016 et 2017 parce qu'il y a une certaine latence, mais on a déjà des cas de décès liés aux fentanyloïdes en France, notamment en Rhône-Alpes-Auvergne. Et vous voyez que le carfentanyl, comme on vous l'a dit, est 10 000 fois plus puissant que la morphine. Entre parenthèses, donc 2 mg de carfentanyl est utilisé en vétérinaire pour incapaciter un rhinocéros. Et on estime que la dose mortelle de carfentanyl est de 20 microgrammes par kilo. Donc en gros, à 1 mg de carfentanyl, on peut tuer un homme. Et vous voyez l'exemple tout à fait net. Le fentanyl, quelle est la dose, la quantité qu'il faut pour tuer un homme? Elle est bien plus faible que l'héroïne. Et le carfentanyl, c'est vraiment microscopique. Il faut prendre une loupe pour pouvoir savoir quelle est la dose mortelle. Donc c'est à peu près 1 mg. Donc la question actuellement en France, c'est que souvent on dit que c'est l'héroïne qui est coupée au fentanyloïde. En réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fentanyloïde est beaucoup plus puissant que l'héroïne. Donc le risque, c'est que les toxicologues analystes ne détectent pas cette substance parce qu'elle est parfois difficile. Il faut qu'ils aient cette substance en référence. Nous avons eu des cas où les personnes ne sont pas décédées, mais croyaient prendre la cocaïne. Et c'est le médecin urgentiste qui nous téléphonait en disant « je ne comprends pas, c'est un patient en cocaïne, mais en fait, il était en myosis et la naloxone était très efficace. » Donc, et on a eu des grandes difficultés, mais on a fini par trouver le carfentanyl. Donc, c'est vrai que cette augmentation des décès par héroïne pose la question, est-ce que c'est parce que c'est dû à l'héroïne ou est-ce que c'est dû au fait qu'on ne détecte pas suffisamment fréquemment les fentanyloïdes? Et vous voyez que pour produire 1 gramme, et vous avez vu le nombre de doses que ça correspond, ça coûte que 3,50 $ à produire, alors que l'héroïne est beaucoup plus chère à produire et beaucoup plus dépendante des aléas climatiques. Donc, et on vous rappelle que c'était classé récemment sur la liste des stupéfiants. Et le 5e message, pour réduire la mortalité, il faut la naloxone. Et donc, en gros, il faudrait 300 000 kits de naloxone en France pour pouvoir réduire la mortalité. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Je vous remercie en montrant qu'il y a finalement les données de RAM, malgré ses limites, montrent un profil similaire aux travaux internationaux, apportent vraiment de façon indéniable des informations sur les risques. Il faut renforcer pour essayer de mieux comprendre la trajectoire des patients et pour essayer d'évaluer les conséquences des pratiques et les effets des réglementations actuelles et futures. Donc je remercie beaucoup de personnes qui ont participé à cela. Et j'en profite pour faire un peu de pub en disant que les centres d'électrovigilance font aussi, grâce à beaucoup et grâce au Biarro et au Bayonnais, des ateliers à Biarritz. Merci pour cet excellent exposé. Et maintenant, on va demander à Nicolas Authier de nous parler des hospitalisations pour overdose en France. Merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voulais remercier pour leur invitation les organisateurs de ce congrès, Jean-Pierre, Arcaïd, Cécilia et toute leur équipe, les coprésidents du conseil scientifique qui ont accepté de monter cette session. Donc c'est pas la première diapo, ça. Comment on passe la diapo? Là, voilà. Merci. Donc je vais continuer sur ce qui a déjà été évoqué en me focalisant là aussi sur des données françaises, plus des données d'overdose que de mortalité, même si j'évoquerai un petit peu la problématique de la mortalité, mais vous imaginez bien qu'il y a plus d'overdose que de décès par overdose. Et donc je vous présente des résultats relativement originaux qui ne sont pas encore publiés, mais qui j'espère le seront un jour concernant ces données-là. Il n'y a pas de lien d'intérêt, je n'ai pas de lien d'intérêt concernant cette présentation. Juste 2-3 éléments de contexte, mais on va passer vite puisque je passe en 3e, alors je ne veux pas répéter
ce qui a déjà été dit, mais on sait que l'usage des opioïdes a augmenté dans les années 2000, particulièrement en Amérique du Nord, Canada, Europe de l'Ouest, Océanie, notamment l'usage des antalgiques opioïdes, à côté des opioïdes illicites. Aux USA, on a des données qui sont très riches, parce que c'est le plus gros pourvoyeur de données épidémiologiques sur les overdoses et les décès, malheureusement pour eux, qui nous rapportent quelques chiffres intéressants. Par exemple, on sait qu'entre 2004 et 2015, eh bien, les hospitalisations ont augmenté de plus de 153% aux urgences pour une problématique de mésusage ou d'abus d'un médicament opioïde, qui sont particulièrement plus détournés dans ce pays-là que chez nous. Concernant les décès, on sait qu'il y a 4 fois plus de décès liés aux overdoses de médicaments opioïdes, entre 2000 et 2014, là aussi aux États-Unis. On va de 1,5 à 5,9 décès pour 100 000 personnes. Vous allez voir, on les comparera avec des données françaises, et on est nettement inférieur. 4 fois plus de décès et 73% des décès liés aux overdoses sont des décès liés aux opioïdes. Parmi ces opioïdes les plus concernés, on a des opioïdes prescrits qui sont largement devant l'héroïne et devant la méthadone aux États-Unis. Et cela a été évoqué précédemment, l'émergence depuis environ les années 2010 des analogues du fentanyl ou des fentanyloïdes qui sont venus malheureusement enrichir la palette des molécules avec leurs risques associés et leur puissance pharmacologique importante. Il y a des notions intéressantes dans la littérature qui rapportent aussi des facteurs de risque. Ils ne sont pas tous listés, mais j'en ai listé quelques-uns qui m'intéressent par rapport à mes données. Il a clairement été établi qu'il y a une association forte entre le risque de décès par overdose et l'existence d'un trouble d'usage des opioïdes, un trouble psychiatrique ou un usage concomitant de benzodiazépines. En France, quelques données contextuelles en France concernant les opioïdes. Alors là, j'aurais dû mettre les MSO, j'y ai pensé ce matin, mais je n'avais plus le temps de le faire. Quelques données d'exposition françaises. On sait que les MSO augmentent chaque année. On sait que la proportion entre buprenorphine et méthadone évolue, avec le méthadone qui, depuis quelques années, augmente dans la proportion des MSO. Mais concernant les antalgiques opioïdes, qui sont une des problématiques qui n'a pas été très explorée jusqu'à présent et qui pourtant représente la majorité de la crise des opioïdes en Amérique du Nord, eh bien, en France, il y a 17% des Français qui ont bénéficié d'un remboursement d'un antalgique opioïde en 2015. Donc, opioïdes, hein, parce que les antalgiques en général, c'est plus de 66%. Donc, opioïdes, donc c'est supérieur aux benzodiazépines, qui sont plutôt autour de 13%, il me semble, dans les dernières données. Majoritairement, ces opioïdes antalgiques, ce sont les opioïdes faibles. Tramadol, codéine, poudre d'opium, qui représentent 16,7%, mais qui sont en diminution depuis 2011, date du retrait du marché du dextropropoxyphène. Ça n'a pas été totalement compensé par une augmentation, certes importante, du tramadol, de la codéine et de la poudre d'opium. Les trois ont augmenté. Concernant les opioïdes forts, vous voyez, c'est un nombre bien moins important. 0,92% de Français, moins d'1 million, ont reçu une délivrance, au moins une délivrance d'un opioïde fort. Ce qui représente en revanche, depuis 2004, une augmentation de plus 74%. C'est-à-dire que si on regarde les opioïdes en général, ça baisse, mais si on s'intéresse aux opioïdes forts, eux, ils augmentent. Comme ils ne sont pas nombreux, ça ne se voit pas sur le chiffre global. Les opioïdes forts augmentent, ils ont quasiment doublé, en fait, en 10 ans en France. Et dans une problématique plus particulièrement intéressante, qui est la douleur chronique non cancéreuse, parce que ce n'est pas dans la douleur cancéreuse qu'on a le plus de problèmes, eh bien, on a une augmentation, là aussi, de plus 71% de patients depuis 2004 qui sont traités avec des opioïdes forts, dans des indications reconnues parfois, parce que les indications se sont élargies, et parfois dans des indications inexistantes. Je pense au fentanyl, à libération immédiate notamment, dans des douleurs autres, rhumatologiques, etc. Alors les données françaises vous ont été présentées, études DRAM, je ne reviens pas dessus, il y a des données aussi qui commencent un peu d'être travaillées, là aussi par l'équipe de Michel Malaret, sur les décès toxiques liés aux antalgiques, qui vont être complémentaires des données DRAM. Il y a une étude française aussi qui s'est intéressée aux données spécifiques des passages aux urgences,
en France entre 2009 et 2014. Et si on lit cet article, on arrive à peu près à estimer environ 9000 passages aux urgences sur cette période-là qui sont associés à une overdose aux opioïdes, tout opioïdes confondus, soit à peu près environ, si on fait pour être plus parlant, environ 4 par jour aux urgences. C'est un chiffre bas probablement. Alors je vais vous montrer quelques données que l'on a travaillé avec notre équipe pour ce congrès. L'objectif de ce que je vais vous présenter, le premier, c'est de décrire l'évolution du nombre d'hospitalisations et de décès associés aux intoxications accidentelles aux opioïdes. Donc on a exclu les problématiques dans des contextes suicidaires. Parce que probablement que quand même, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils de patients, ce n'est pas le même comportement. Entre 2000, c'est pas 2010, pardon, c'est une erreur, c'est entre 2000 et 2015. Entre 2000 et 2015. Ça, c'est 2 graphes de tendance, vous allez voir. Et puis ensuite, on s'est focalisé sur des profils de patients sur une période plus courte, parce qu'on n'avait pas les données depuis 2000. Différents profils de patients, les patients atteints de cancer ou en soins palliatifs, les patients dépendants aux opioïdes, c'est-à-dire traités par un MSO ou antécédents de MSO ou un diagnostic de dépendance, le fameux diagnostic F11 de dépendance aux opioïdes, les patients ayant bénéficié d'une chirurgie parce que on pense qu'il peut y avoir un profil particulier des patients qui ont été opérés et qui ont reçu des traitements, notamment opioïdes post-opératoires, et les patients ensuite ayant présenté et étant hospitalisés pour une overdose à l'héroïne. Je vais passer rapidement sur la méthode, mais juste pour vous rappeler ce qu'on a utilisé. On travaille sur des bases de données françaises qui sont, la base du SNIRAM, qui est la base du remboursement des médicaments en France, de la CNAM. Cette base est chaînée avec une autre base, qui est le PMSI, qui gère les hospitalisations, toutes les hospitalisations. Et on a travaillé sur une 3e base, juste pour les premières données, qui est CEPIDC-INSERM, dont Isabelle Giraudon a déjà un peu parlé, qui n'est pas, enfin, dans les données qu'on avait, elle n'était pas encore chaînée, donc les 3 ne sont pas totalement chaînés. SNIRAM et PMSI le sont. Et ça permet d'améliorer, d'affiner les études. Une première étude entre 2000 et 2015 pour voir les tendances, et une deuxième étude plus poussée entre 2012 et 2015, cette fois-ci pour étudier les profils de patients, pour essayer de savoir qui présente des overdoses, de façon à pouvoir cibler des actions, des interventions, et donc aller au-delà d'une simple constatation. Donc on a travaillé uniquement, les données que je vous présente sont uniquement chez les patients majeurs, volontairement, parce que sinon on n'avait pas le temps de présenter les enfants, mais il y a des cas enfants, bien sûr, voilà, plutôt avec un âge médian d'autour de 14-15 ans. On pourrait revenir dessus. Différents critères ont été utilisés pour repérer ces intoxications. C'est des critères standards utilisés dans la littérature internationale, on a repris les mêmes. Et puis on peut étudier l'âge, le sexe, la précarité avec la CMU complémentaire, les comorbidités psychiatriques, les consommations de benzo, d'antalgiques, etc. Donc, voilà, juste un premier résultat concernant les décès liés aux opioïdes en France entre 2000 et 2014 lorsqu'on s'intéresse à la base CEPIDC, hors suicide. Voici l'évolution de ce que l'on retrouve dans la base CEPIDC de l'INSERM. Entre 2000 et 2014, vous voyez qu'il y a une augmentation de plus 161% des décès. Alors, il y a pas mal de biais là-dedans. Il y a aussi probablement une optimisation au fur et à mesure des années du renseignement de cette base. Mais on a cette tendance-là qui quand même peut nous alerter. Alors le creux en 2012, là, c'est une problématique méthodologique. Il y a eu un changement de codage transitoire qui explique ce petit creux. Donc vous voyez qu'il y a une tendance à l'augmentation. Si on s'intéresse sur la même période aux hospitalisations pour overdose aux opioïdes, eh bien vous voyez qu'elles augmentent. Elles augmentent aussi. En bleu, vous avez les hospitalisations liées aux overdoses pour les opioïdes que l'on considère comme prescrits, qui augmentent de manière importante, plus 128%. La méthadone en rouge, plus 348%, mais elle part de beaucoup, beaucoup plus bas, hein, d'accord, mais elle augmente progressivement. En termes d'overdose, il n'y a pas forcément d'essai, mais il y a overdose. Et puis l'héroïne, qui se trouve légèrement inférieure à la méthadone, mais ça recoupe certaines données de décès, en revanche, déjà présentées avec l'étude DRAM. Alors je vais venir à mon étude plus spécifique sur les profils de patients.
Donc on s'est intéressé entre 2012 et 2015 à toutes les hospitalisations complètes. Alors on n'avait pas accès aux données des urgences, donc c'est une sous-estimation ce que je vous présente. Il y en a beaucoup plus. Donc c'est les patients en hospitalisation considérés comme complètes, donc les séjours de plus de 24 heures, présents dans le PMSI, avec des diagnostics spécifiques d'overdose aux opioïdes, à l'héroïne, à l'opium, etc. et à la méthadone. Voici l'évolution sur ces 4 années. On passe de 5 692 à 6 366 patients, c'est-à-dire plus 7% d'hospitalisation. 23 908 overdoses au total, soit 16 par jour sur la période. Et ça correspond à 21 392 patients, parce que certains patients ont fait plusieurs overdoses. Je ne rentrerai pas dans ce détail-là. On verra ensuite les différentes proportions. Bon, vous pouvez déjà voir que, effectivement, tout en haut, vous avez l'héroïne en orange. Ensuite, en dessous, vous avez la dimension suicide, qu'on va balayer rapidement, mais c'est juste pour vous l'intégrer et vous lui montrer sa part, en bleu clair. Puis ensuite, la méthadone, de nouveau en jaune, et en rose, je ne sais pas exactement ce que c'est, bon, pourpre. Intoxication accidentelle aux opioïdes, autre opioïde. Alors on élimine les contextes suicidaires. Les contextes suicidaires, c'est quand même environ 4 par jour, on est estimé, plus 37% de cas où il y a indiqué par le médecin dans le diagnostic que c'était une conduite suicidaire, plus 37% sur les 4 ans, donc ça c'est quand même une information importante aussi, et ça représente 36% des overdoses aux opioïdes en 2015. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. On les enlève. On enlève aussi 2467 patients pour lesquels on n'a pas les données du SNIRAM, donc on ne pourra pas on pourra pas étudier les profils. Donc on les enlève. Voilà, on vous a donné juste leur âge, et à peu près 50% d'hommes et de femmes, et un âge moyen de 56 ans. Donc on a 12 076 patients qui vont être analysés, et c'est ces résultats-là que je vais vous présenter. Quel est le profil de ces patients hospitalisés ? On a choisi de manière un peu arbitraire, enfin pas totalement quand même, mais des profils au départ, parce que sinon c'est impossible de les déterminer. On a choisi donc le cancer, les dépendants aux opioïdes, ceux qui étaient en situation post-opératoire, 6 mois post-opératoire, ceux qui ont été clairement identifiés comme intoxication à l'héroïne, et puis les autres. Et on s'est beaucoup intéressé aux autres, parce que ces 4-là, si on les a choisis, c'est qu'on attendait quelque chose déjà, et on voulait savoir ce que représentaient les autres. Eh bien, vous voyez, les autres représentent 40% de ces hospitalisations pour overdose, 40%. C'est la population la plus importante. 32% dans le cancer, mais ça peut être en partie attendu, puisque ce sont des patients plus âgés, qui ont une pathologie plus grave, avec probablement des situations palliatives que l'on ne peut pas repérer totalement, mais donc 32%, 15% chez de patients dépendants aux opioïdes, substitués ou pas, 8% de patients en situation post-op, et 6% de patients pour lesquels il y a une intoxication à l'héroïne. Vous ne pouvez pas être dans 2 cases à la fois, on est bien d'accord, hein ? Donc ceux qui sont post-op, ils ne sont pas dépendants, pas cancer, pas héroïne, etc., etc. Parmi ces 40% de patients autres, qu'on a appelés autres, eh bien vous voyez qu'ils ont un âge médian de 62 ans. Si on les compare aux intox à l'héroïne, aux dépendants aux opioïdes, qui ont un âge de 37-39 ans, ce qui est plutôt cohérent avec les données épidémiologiques. Ils ont à peu près un âge équivalent à ceux qui sont en situation post-opératoire et en situation de cancer. Mais ils n'en ont pas. Pas d'opération, pas de cancer, pas de situation palliative. 62 ans. Leur sexe ratio, 36% d'hommes, donc surtout 64% de femmes, si on veut donner le chiffre le plus important. 64% de femmes, là où on a 78 ou 70% d'hommes pour les intox héroïnes dépendants aux opioïdes, là aussi c'était attendu, ça correspond à peu près à la population, et puis ça se rapproche plus des situations post-opératoires, et c'est quand même différent des situations du cancer, qui est à peu près si je ne sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais équitable. Donc on a une population, 40% des overdoses, ce sont des sujets de 62 ans, plutôt féminins, pour résumer les choses. Parmi cette population-là, on a étudié ceux qui avaient une douleur chronique. Alors comment on fait pour savoir ? Il y a des codes de douleur chronique, qui sont les codes R5210, notamment R5211, voilà, dans la CIM10, qui commencent à être bien utilisés. Et puis après, on utilise des algorithmes, et notamment on étudie les patients qui ont des délivrances continues de traitement antalgique, en excluant évidemment les DMSO,
Parce qu'on se dit que si on a un traitement antalgique au long cours, bon, ben, c'est probablement qu'on a une douleur. Enfin, c'est une manière indirecte, hein. C'est pas parfait, mais c'est indirect. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve chez ces patients-là? Eh bien, assez peu de douleurs chroniques chez les patients qui ont des intox à l'héroïne. Ça augmente chez les patients dépendants aux opioïdes. Il peut y avoir un biais avec les prescriptions de morphine au AMM, mais on sait aussi que les patients dépendants aux opioïdes ont une prévalence des douleurs chroniques plus importante. La chirurgie, c'était attendu, ça augmente, et le cancer, là aussi ça augmente, c'est attendu évidemment dans la douleur cancéreuse. Mais dans les autres, vous avez quasiment 50% d'entre eux qui ont une situation de douleur chronique. Au minimum, c'est au minimum. Donc plutôt des femmes, plutôt à un âge autour de 62 ans, avec 1 sur 2 qui aurait une douleur chronique. On a regardé spécifiquement les pathologies rhumatologiques, parce que parfois elles ne sont pas codées en douleur, mais en rhumato, et souvent en rhumato, la douleur est très présente. Et bien là, on retrouve à peu près 41% de pathologies rhumatologiques au minimum dans la population autre. Alors un tox héroïne, ce n'est pas zéro, c'est qu'on a, voilà, on a un problème de chiffre, donc ce n'est pas zéro, c'est non applicable, ce que vous voulez. C'est très faible probablement, mais on ne l'a pas. Dépendant aux opioïdes, c'est 21%. Chirurgie, 59%. Ça, on s'y attend un peu avec toutes les chirurgies sur post-arthrose, etc., ou problématiques vertébrales. Et puis le cancer aussi, qui peut être concerné par ça, avec, entre autres les métastases, etc. Donc vous voyez, 41% des patients autres ont une pathologie rhumatologique. Les délivrances antalgiques chez ces patients-là, eh bien, chez les patients autres, 70% des patients ont eu une délivrance d'un antalgique dans les 3 mois précédents. Parce que la question qu'on se pose, c'est avec quoi ils ont fait l'overdose. Je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui, parce que je ne sais pas. On ne le sait pas, évidemment, dans les codes. Mais 70% avaient une délivrance d'un opioïde antalgique. Faible ou fort. Intox à l'héroïne, vous voyez qu'il y en avait, dans le groupe intox à l'héroïne, il n'y en avait que 16%. Probablement que ces patients-là sont aussi moins bien pris en charge, sont moins dans les soins. Il n'y a pas de MSO, voilà. Dépendants aux opioïdes, ils sont plus dans les soins, et là, on voit augmenter les prescriptions antalgiques, ce qui est assez cohérent avec le côté douleur chronique, qui était autour de 30%. Et puis le post-opératoire et cancer, là aussi, c'est assez cohérent, puisqu'on est dans des pathologies douloureuses qu'il faut prendre en charge. 70% avaient un antalgique opioïde. Fort, alors je ne vais pas si vite, là, parce qu'après, il y a beaucoup de chiffres depuis le début de la session. Opioïde fort, eh bien, vous voyez que c'est 42% aussi dans cette population autre. On atteint 71% dans le cancer. Dans le cancer, c'est normal, c'est l'indication quasiment principale des douleurs par excès de nociception cancéreuse, pas les douleurs neuropathiques, mais enfin, en tout cas pas en première intention. Donc 42% quand même dans cette population-là, 48% d'opioïdes faibles. Donc là aussi, c'est effectivement une proportion importante, à peu près équivalente à celle du cancer, mais ils n'ont pas de cancer. Un facteur de risque, vous savez, dont on a parlé, qui est un facteur de risque de mésusage, mais qui est aussi, semble-t-il, un facteur de risque associé à un risque de décès par overdose opioïde, les comorbidités psychiatriques. Eh bien, on a retrouvé 24%, c'est-à-dire un patient sur 4 du groupe autre qui aurait une comorbidité psychiatrique. Elles sont encore plus fréquentes dans le groupe intox héroïne, dans le groupe dépendant aux opioïdes, et ensuite elles redescendent dans les autres groupes cancer et chirurgie. Donc un patient sur 4 qui a aussi un facteur de risque connu pour mésuser, donc mésusage, risque d'overdose potentiel. Les benzos, on a dit que c'était un facteur de risque, eh bien on est quasiment à 50% de délivrance de benzos dans les 3 mois précédents chez les patients autres qui ont fait une overdose, ces fameux patients plutôt féminins, plutôt autour de 62 ans, douloureux chroniques. Mais les benzos chez le douloureux chronique, c'est extrêmement fréquent, probablement aussi fréquent que chez les patients dépendants substitués. Donc c'est un nouveau facteur de risque. Un chiffre sur les patients décédés, parce qu'on peut savoir, effectivement, en termes de sortie d'hospitalisation, si le patient sort vivant ou décédé. Donc on a ce critère-là. Et donc vous voyez que bon, dans le cancer, on a un taux de décès qui est extrêmement élevé, 16% à la sortie de l'hospitalisation. Les taux sont beaucoup plus faibles, mais bon, le groupe autre, il n'y a pas de statistiques là, hein, mais il n'y a pas. Le problème, c'est qu'avec le nombre de patients qu'on a, dans chacun des groupes, quasiment tout sort en termes de statistiques. Donc c'est un peu le piège de ces statistiques-là. Donc je ne les ai pas mis. Mais autres, on a 2,4%, c'est supérieur à l'intox héroïne, c'est supérieur aux dépendants aux opiacés. Un dernier diapo un peu de données sur les chiffres, parce que je ne vais pas parler beaucoup de méthadone. Vous vous souvenez, il y avait un petit item méthadone. On l'a traité à part, la méthadone. On l'a extraite. Elle est mélangée dans tout ce que je vous ai dit, la méthadone. Elle est mélangée dans tous les groupes précédents. Et puis on l'a extraite. Et voici quelques chiffres sur la problématique des patients méthadone. Il y en a eu 672 sur la période. Sur 4 ans, il y en a 672 hospitalisations qui ont été cotées pour overdose à la méthadone. D'accord ? Ça représente un patient sur tous les 2 jours. 85% de ces overdoses ont eu lieu dans le groupe patient dépendant.
ce qui est assez logique. C'est les patients à qui on prescrit ou qui on utilise dans l'automédication, qui sont particulièrement exposés à ce produit-là. C'est des patients qui ont environ 37 ans, 72% d'hommes, donc c'est un profil très très proche des groupes intox et héroïne et des groupes dépendants qu'on a vus précédemment. Sauf pour 2 critères, qui sont les critères autour de la douleur, c'est-à-dire qu'ils ont des délivrances d'antalgiques opioïdes qui sont bien inférieures, 18%. Ça se rapproche plus du groupe héroïne, et une prévalence de la douleur chronique estimée à 15%. Donc là aussi, c'est bien inférieur à ce qu'on a pu voir. Donc il diffère un peu en termes de problématiques douloureuses qui seraient moins importantes dans ce groupe-là. Je l'ai quasi terminé, je fais juste un peu de pub, parce que ma collègue de l'OEDT a fait un peu de pub, alors moi je fais de la pub. Ça fait beaucoup de chiffres. On vous en a mis d'autres sur des posters, dans la session poster, vous pourrez aller les voir. J'aurais pu vous parler du sulfate de morphine. On a fait une étude sur le sulfate de morphine qui vient d'être soumise dans la revue Addiction, où on a estimé les risques associés à la prescription de sulfate de morphine chez les patients dépendants, non douloureux, au même titre qu'un traitement de substitution. En tout cas, on suppose que ce soit prescrit en tant que tel. Et vous voyez que le risque d'hospitalisation pour overdose, chez les patients non douloureux, dépendants, traités en continu par sulfate de morphine, il est multiplié par 3,6 si on compare à la buprenorphine et 1,9 si on compare à la méthadone. C'est évidemment statistiquement significatif, vous pouvez le voir sur le poster qui est affiché. Et une dernière chose, j'aurais pu vous parler aussi d'une cartographie de ces différentes overdoses qui ont lieu en France. C'est intéressant, vous avez vu, de s'intéresser au territoire, parce qu'il y a effectivement des disparités territoriales. Et là aussi, vous aurez à la sortie, au stand des traducteurs, vous aurez une plaquette que vous pourrez récupérer qui vous présente différentes données sur les MSO et notamment une cartographie des hospitalisations pour overdose opioïdes en France, hors urgence, là aussi. Vous voyez qu'il y a certains départements qui malheureusement sont plus foncés que d'autres et donc sont plus concernés. Ça, ce sont des overdoses chez les patients traités par MSO spécifiquement. Pour terminer, donc on a une ampleur qui est certes en France plus limitée qu'aux États-Unis, mais il y a une progression, il y a un signal. Ce n'est pas la panique, mais il y a un signal. C'est important de le mesurer. Il y a probablement une part imputable aux antalgiques opioïdes, non négligeable non plus. On le voit, puisqu'il y a toute une population, 40%, qui n'est pas une population d'usagers de drogue, qui n'est pas substituée, qui n'est pas dépendante en tout cas à une drogue, ou etc., et qui pourtant rentre dans ces critères-là. Donc l'objectif, c'est quand même de pouvoir continuer ces études-là, de mieux identifier ces patients, ces profils de patients, d'identifier les molécules, d'aller jusqu'à la molécule, parce que ça serait l'idéal. Donc il faut travailler sur d'autres banques de données, il faut travailler sur les banques nationales de pharmacovigilance, il faut travailler sur le système d'information des centres antipoison. Ces études sont en cours. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Je pense que la France est dans une situation qui reste encore intéressante comparée à celle des États-Unis, où malheureusement il y a une sorte de réservoir de patients dépendants qui s'est créé, et on a beau changer la réglementation, changer les formulations pharmaceutiques, une fois que vous êtes dépendant, vous l'êtes, donc du coup vous passez d'une substance à une autre, mais vous ne vous arrêtez pas. Donc on est encore dans une situation où on peut réaliser une réponse proactive, une réponse préventive d'un risque qui est évitable, puisqu'on parle d'un risque qui est évitable. Donc pour ça, il faut mieux informer les patients directement sur les risques et le faire régulièrement, individuellement, dans les consultations, dans les centres de la douleur, etc., dans les centres de suivi en addictologie, mais aussi plus collectivement. Il faut éduquer les patients, au bon sens du terme, hein, c'est vraiment de l'éducation, pas thérapeutique, mais bon, sur les patients, sur le bon usage des médicaments, pour vraiment leur faire repérer ce qui peut être dangereux dans leur usage, lorsqu'on prend de la codéine pour dormir le soir, un tramadol pour s'anxiolyser, etc., etc. Il faut s'intéresser à l'automédication et responsabiliser l'automédication. Alors en France, il n'y a plus beaucoup d'automédication avec les antalgiques opioïdes. On ne va pas débattre là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, la codéine ne l'est plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les armoires à pharmacie de la codéine, du fentanyl, de la morphine, etc. Et donc, il y a forcément une automédication, il faut la responsabiliser. Il faut dépister les facteurs de risque chez les patients. Il faut favoriser l'interdisciplinarité, parce que vous voyez qu'on parle de patients qui sont addicts, qui ont une addiction, dépendants, de patients qui sont douloureux, de patients qui ont des comorbidités psychiatriques. Donc, on a déjà 3 potentiellement diagnostics. Et donc, il faut être dans le double ou dans le triple diagnostic. Et donc, il faut favoriser l'intervention de plusieurs spécialistes, avec au centre toujours le médecin traitant, évidemment. Il va falloir, bien sûr, élargir la prescription de naloxone. On a commencé, bien sûr, par les patients dépendants aux opioïdes. C'était logique. Mais probablement qu'il va falloir élargir lorsque la naloxone sera disponible en prescription,
conventionnels, on va dire, hors ATU, l'élargir aux patients qui ont des traitements antalgiques-opioïdes, probablement pour réduire ce risque. Mais l'équilibre difficile à trouver, c'est de continuer quand même à traiter les patients douloureux avec les antalgiques opioïdes. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de patients douloureux que de patients qui ont des addictions aux opioïdes. Hein, c'est un Français sur 5 qui a des douleurs chroniques, qui ne relèvent pas forcément d'un opioïde. Donc il faut quand même trouver cet équilibre-là, et ça c'est extrêmement important. Au Canada, j'ai discuté avec une collègue récemment qui nous disait le problème c'est qu'à force de réglementer, à force de restreindre les accès, eh bien on sécurise du côté des patients dépendants, mais on risque de priver un peu. C'est une discussion qu'on a eue, hein, c'est une discussion qu'on a eue pour la codéine, c'est une discussion, elle n'est pas simple, hein, mais il faut la voir en tout cas. Et puis il y a des facteurs protecteurs qui ont été identifiés. Les Australiens ont évoqué ça. J'ai repris des items d'une étude australienne qui nous disent qu'en Australie, ils considèrent qu'ils ont un phénomène d'une ampleur limitée par rapport aux USA. Pourquoi? Parce qu'ils ont une couverture sociale universelle, enfin un peu comme en France, tout le monde est couvert quasiment, d'une manière ou d'une autre, donc tout le monde a accès aux soins. C'est quand même un facteur de protection. Il y a une limitation de la communication directe entre laboratoire et patient. Ça, c'était quand même, il y avait une spécificité aux États-Unis quand même, avec des communications vraiment qui chantaient les professionnels de santé directement auprès des patients. Et ça a pu, c'est un des facteurs, mais qui a pu aussi amplifier la consommation, l'image aussi des produits. Et puis le large accès au programme de substitution, à la réduction des risques, tout ça, c'est évidemment capital pour pouvoir prendre en charge ces patients. Je vous remercie. Merci. Vraiment, on a eu ce matin 3 excellents exposés. Et je vais laisser maintenant Patricia Carrieri de Marseille modérer la discussion, faire un petit résumé un petit peu de toutes ces interventions. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour avoir permis de mettre en place cette session. J'ai trouvé extrêmement intéressante parce qu'on l'a vu sous plusieurs points de vue et je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette journée, de ce partage d'informations. Les overdoses existent toujours et on parle des overdoses mortelles et qu'en fait, on observe une augmentation probablement liée à l'apparition de certains types de produits, mais pas seulement. L'autre chose, c'est que quand on regarde les hospitalisations pour overdose, on voit que vraiment les décès sont que la pointe de l'iceberg de ce type d'événements et que donc en fait nous ne sommes pas encore assez au point pour la prévention des overdoses, qu'elles soient mortelles ou pas. Et je trouve que toute la série de recommandations qui ont été données, moi personnellement je pense que quand on regarde quand on parle des usagers des drogues, on voit qu'en fait les produits qui sont impliqués, on se rend compte qu'on n'est pas encore point sur la substitution, que peut-être qu'il faut envisager d'autres types d'options différentes, d'autres cadres, parce qu'on sait bien que c'est une des façons pour lutter. Mais pas la seule. Je n'ai pas vu parler beaucoup d'alcool, donc il y a une augmentation de la consommation d'alcool, du binge drinking qui est impliqué, mais on sait que peut-être ce sont des choses dont on ne parle pas trop parce que ça ne fait pas partie des médicaments, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie qui est associé au risque d'overdose. Et pour terminer, on n'a pas parlé peut-être du testing de ces produits, parce qu'on a parlé du fentanyl et de tous les produits qui arrivent, mais comment on va faire pour se protéger de ce type de produits qui arrivent sur le marché noir et qu'on n'arrive même pas à les détecter dans les substances. Donc je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu inquiétante. Et j'ai bien apprécié aussi la présentation sur l'Europe, sur les différents risques, donc la composante écologique du risque, c'est-à-dire qu'on a des risques qui sont majorés dans certaines zones, qui sont probablement liés à la présence de certains produits de façon plus importante, mais aussi au fait que la couverture par traitement de substitution est beaucoup moins importante qu'en France, par exemple. Donc, all that said, je pense que ça serait... je vous laisse la parole pour des questions. Et bon, moi, j'en ai une juste petite pour commencer. Si quelqu'un peut me répondre sur la question de l'alcool, parce que je ne l'ai pas trop vu, dans quelle mesure l'alcool est impliqué dans ce type d'événements? Merci. Oui, c'était un choix de ne pas travailler sur l'intoxication alcoolique et les décès. Donc c'est vrai que c'est une autre problématique et qui
doit demander un travail différent. C'est vrai que je pense qu'en France, on est bien placé pour travailler sur l'alcool, mais manifestement, c'est un travail qu'il faudrait faire en plus, mais qui n'est pas dans notre champ de compétences, on pourrait dire malheureusement, ou on pourrait essayer de faire des comparaisons, je crois, mais ce serait tout à fait utile, puisque c'est quand même les chiffres alcool, tabac à 100 000 morts par an, c'est quand même tout à fait, que ce soit en immédiat ou en retardé, c'est un phénomène important. Juste pour essayer de rajouter un ou deux chiffres, parce qu'on n'en a pas donné beaucoup. Donc, concernant les patients substitués par un médicament de substitution aux opioïdes, on sait que la première cause d'hospitalisation, c'est l'alcool. Ce n'est pas les intoxications aux opioïdes. La première, c'est l'alcool. 8% des hospitalisations chez ces patients-là, les patients substitués, c'est pour une problématique alcool, dont l'intoxication majoritairement, mais aussi quelques autres complications. Et la deuxième, c'est les benzos, et la troisième, c'est les opioïdes. Donc ça reste quand même une problématique, certes, qui peut paraître comme ça un peu moins sexy, moins d'actualité, sauf qu'elle l'est toujours, et elle est toujours numéro 1. Elle est toujours numéro 1 chez ces patients-là. C'est vrai qu'on a peut-être tendance un peu à l'oublier et à vouloir parler d'autre chose. Il y a un poster de Auriacombe sur le verniquet qui est toujours d'actualité. Au niveau européen, ce qu'on voit effectivement, c'est que l'alcool est impliqué dans beaucoup des décès qui sont rapportés. En fait, la polyconsommation, c'est vraiment la norme, beaucoup plus que l'exception. Donc on a l'alcool, les benzodiazépines qui sont associés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sans doute très culturel. Ce qu'on a vu par exemple, c'est qu'en Écosse, où on est en Écosse avec les taux de mortalité par overdose les plus élevés d'Europe pratiquement, avec l'Estonie. Et en Écosse, on a pratiquement systématiquement de l'alcool associé avec les cas d'overdose. À l'inverse, si on regarde les cas de décès en Turquie, où on a aussi des décès héroïne, là on n'a pratiquement pas d'alcool rapporté. Voilà. Donc il y a vraiment une composante, c'est vrai, culturelle concernant la consommation d'alcool. Merci. Si vous pouvez vous présenter. Hello. Hello. Bonjour, Jason Farrell. Je travaille à Amsterdam. Je pense que vous nous avez fait une très bonne présentation qui tient compte d'un certain nombre de choses et qui laisse aussi de la place à la prévention. Les enseignements que nous avons tirés des États-Unis et ce que nous pouvons faire pour limiter le nombre de décès en Europe. Comme vous venez de le dire, l'alcool est aussi lié au nombre de décès et il y a aussi de la prévention à faire. Et ce qu'il faut aussi se demander, c'est il faut que la discussion soit ouverte en Europe sur ces différentes substances. Il y a moins d'overdose pour certaines substances que d'autres. Et les initiatives de prévention doivent être davantage disséminées, notamment aussi de l'éducation. Il faut aussi avoir cette sensibilisation des usagers, ne jamais s'injecter seul. Et puis c'est aussi le mélange des drogues qui est dangereux, on l'a vu. Donc il faut voir quel c'est le genre de mesures de prévention qui peuvent être financées par l'Europe et comment on peut aussi réduire la consommation de produits venant du marché parallèle. C'est toute la question de quelles réponses peuvent être apportées à l'heure actuelle en Europe. Je pense qu'on a parlé des traitements de substitution et je pense que c'est vraiment la base sur laquelle avec laquelle on doit démarrer, puisqu'on a cette évidence si forte qu'un bon traitement de substitution sans discontinuité assure vraiment une réduction du risque d'overdose. Mais je pense que vous avez raison aussi de poser la question des alternatives ou des choses qu'on doit ajouter. Je crois qu'on verra dans cette conférence un petit peu l'état de la montée en charge, en particulier des salles de consommation. Ça a été présenté par plusieurs experts en septembre à notre réunion européenne. Et c'est vrai que c'est une forme de réponse qui se trouve maintenant dans plus de pays européens. Et puis bien sûr, il y a
l'analoxone, avec différentes politiques publiques. C'est pas encore la priorité partout. Il y a aussi des pays qui étaient très en difficulté, comme par exemple l'Estonie, qui ont eu une politique récemment très volontaire pour mettre en place les programmes de distribution de naloxone. Ils ont organisé énormément de training, ils ont organisé avec des partenariats dans différentes villes pour avoir vraiment des initiatives pour qu'il y ait de l'analoxone disponible un peu partout. Et effectivement, ils ont observé une réduction du nombre d'overdoses. Bon, il faut être un peu prudent sur les analyses, les raisons, mais je crois que c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'heure actuelle pour multiplier les réponses. Et puis, on voit que les travaux de Philadelphie ou les travaux français montrent que la prise en charge médicale intensive et avec tous les supports psychothérapeutiques possibles améliore les résultats. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se limiter au seul TSO, il faut toute une prise en charge et je crois qu'il faut amplifier ce phénomène qui est un facteur de prévention des décès tout à fait important. Bonjour, Grégory Mfo, je suis le coordinateur du programme XBT pour Médecins du Monde, qui est un programme qui vise à promouvoir l'analyse de drogue comme outil de réduction des risques. Je voulais juste apporter une petite précision. En fait, je pense qu'il faut bien distinguer l'analyse de drogue au niveau des poudres, où on sait reconnaître très bien les différents fentanyloïdes, et ça c'est un outil de réduction des risques qui est assez puissant pour l'usager, et on peut mettre cet outil de réduction des risques en avant pour essayer d'éviter les conduites à risque. De l'analyse toxicologique dont vous évoquez tout à l'heure les limites, notamment en routine, où là on ne sait pas effectivement reconnaître les fentanyloïdes. Donc il y a vraiment deux outils différents qui n'ont pas du tout les mêmes portées, les mêmes objectifs. Et donc il faut le préciser, parce que je crois qu'il y a eu une petite confusion à un moment où on disait qu'on ne sait pas reconnaître, enfin vous évoquiez le testing tout à l'heure, on sait reconnaître ces nouveaux produits de synthèse avec l'analyse de drogue dans les drogues elles-mêmes. C'est juste en routine, en toxicologie de routine, dans les échantillons biologiques, les laboratoires ne sont pas forcément outillés pour reconnaître dans les urines ou dans les cheveux les nouveaux produits de synthèse opioïdes. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Oui, juste pour prolonger, parce que votre question et puis celle de Patricia, c'est vrai qu'il y a peu de moyens. Les bandelettes urinaires fentanyl ne sont que spécifiques dans les urines, ne sont spécifiques que pour le fentanyl et donc ne sont pas fiables pour les autres fentanyloïdes. Donc c'est vrai qu'on est très très limité et ce que nous disent les toxicologues n'est pas très rassurant puisque c'est quand même très difficile. Oui, Didier Gel, CNAM Paris, revue SWAPS. Je voudrais, il y a quelque chose qui me gêne quand même avec l'alcool. On n'entend pas bien. Ah bon? Vous n'entendez pas du tout? Ah voilà, c'est mieux, merci. Il y a un point qui me tire le vide avec l'alcool. Les décès par overdose, que ce soit lié à la méthadone, à la buprenorphine ou à un autre opiacé, on sait s'il y a une consommation d'alcool simultanée ou pas. Vous voyez, ça c'est ma première interrogation. Ma deuxième interrogation, c'est une question à M. Malaret concernant les overdoses cannabis, puisque vous avez comptabilisé, je crois, 36, généralement avec des problèmes cardiaques, vraisemblablement problèmes cardiaques qui préexistaient à la prise de cannabis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci. Oui, pour répondre à votre seconde question, à ma connaissance, ce n'est pas des overdoses de cannabis. En général, les patients qui ont des concentrations qu'on étudie ont effectivement des concentrations élevées de THC dans le sang, mais pour nous, ce n'est pas un critère suffisant pour l'inclure dans le drame.
Donc, s'il y a un biais, c'est plutôt un biais de sélection à l'inverse, dans la mesure où on vraiment sélectionne que des patients qui ont une concentration de THC élevée et qui en plus ont une pathologie cardiaque aiguë, manifestement récente, type infarctus et autres. Donc, il se peut qu'on... Voilà, donc on ne prend que cela. Et c'est vrai qu'on est moins inclusif pour, par exemple, des patients méthadone ou héroïne. S'il y a des concentrations sanguines élevées, on les intègre, même si on n'a pas forcément des signes d'OAP ou d'autres signes au niveau de l'autopsie. Donc c'est vrai que pour le cannabis, on ne garde que les cas où vraiment on a une donnée autopsique qui sont en faveur d'une pathologie cardiovasculaire aiguë, et on sait qu'il y a des études qui montrent que même si on recherche tout, on ne trouve pas autre chose. Donc c'est vrai que on ne voulait pas exclure ces cas pour lesquels on n'a pas d'autre étiologie et on a une pathologie cardiovasculaire qui est manifestement aiguë et pour lequel on n'a pas d'autre cause. Donc c'est un sujet jeune, c'est vrai que alors on ne peut pas exclure que ce soit une coïncidence, effectivement, mais il y a une concentration élevée de THC et une pathologie cardiaque associée. Dans le passé, c'est vrai que les toxicologues ne prenaient pas en compte ces cas-là, puisqu'ils considéraient que le THC était forcément pas responsable d'un décès. Maintenant, on ne doit pas les écarter systématiquement si on a une cause éventuellement possible de décès lié au THC, directement ou indirectement. Et l'autre question, c'est effectivement, il y a des concentrations d'alcool, et c'est ce qui justifie le fait que lorsqu'on a un décès héroïne, et pour lequel l'héroïne est codominante, c'est parce qu'il y a une concentration d'alcool relativement élevée, ou de benzodiazépine relativement élevée, pour expliquer que que ces substances, alcool comprises, puissent expliquer en partie le décès. Donc on tient compte de cela. Mais c'est vrai qu'on ne le met pas en exergue à chaque fois, mais on pourrait effectivement détailler davantage, et on a des données pour le détailler davantage. Bonsoir, docteur Robertin, Jean-François. Une question qui me vient à l'esprit au fur et à mesure des exposés ce matin. Quelle approche sociologique qu'on peut faire à travers toutes ces statistiques, la précarité, le chômage, les sorties de prison, au-delà des comorbidités physiques ou psychiques, ces comorbidités sociales, est-ce qu'on peut faire une parallèle? Pour Drame, c'est impossible puisqu'on ne connaît pas les modes de vie de la personne. Mais peut-être que, je ne sais pas si vous avez des données au niveau européen. Alors il y a certains pays en fait qui ont essayé de vraiment avoir un registre des personnes décédées par overdose. Et l'intérêt de leur travail, je pense, c'est vraiment de faire le lien entre ce décès et finalement tout le parcours de la personne. Je pense en particulier à un registre qui a été fait en Écosse, puisqu'il y avait une augmentation vraiment effrayante du nombre d'overdoses. Donc ils ont décidé d'essayer de collecter rétrospectivement pour toutes ces personnes décédées les éléments de vie, d'accès au traitement, et puis effectivement d'indicateurs de précarité, de difficultés sociales en termes de chômage, en termes d'isolement, en termes en termes de difficultés d'accès aux soins, de difficultés d'avoir des revenus. Et je pense que c'est vraiment très important, c'est une des conclusions un peu de leur travail, c'est que il y a des facteurs de risque qui sont quand même déjà très bien identifiés. Il faut les mesurer parce qu'il faut cibler vraiment les actions là où on a des personnes qui meurent. J'ai bien apprécié de voir des cartes aussi présentées, parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir une géographie exacte de où se trouvent ces endroits dans le pays, dans la région où on a des décès. Là, j'étais en Estonie récemment. Il se trouve qu'en Estonie, pratiquement toutes les personnes qui décèdent d'overdose sont dans la région de Tallinn. Et ce n'est pas un biais, ce n'est pas parce qu'il y a des meilleures données au niveau de la capitale. Il y a vraiment un très bon maillage d'autopsie, de rapports toxicologiques. Donc on a vraiment une bonne image de ce qui se passe dans tout le pays. Et on voit que finalement, c'est dans cette région de Tallinn, et c'est en particulier
des jeunes, des personnes russophones, des personnes qui ont des difficultés d'intégration, d'accès aux soins. Il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup d'injections. Donc je crois que c'est vraiment intéressant d'essayer d'avoir cette description très fine des difficultés exactes que les gens rencontrent, et en particulier effectivement les questions de désavantage social, d'accès aux soins. Et peut-être que ça c'est fait dans beaucoup de pays, mais ça devrait être fait, je pense, plus finement aussi dans d'autres pays. Je pense à des pays du sud-est de l'Europe, par exemple, où malheureusement il y a un espèce de flou autour des caractéristiques vraiment des personnes décédées. Alors, juste une dernière question. Non, il y a une personne là. Bonjour, Jérôme Bachelier, psychiatre. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Jérôme Bachelier, psychiatre. J'avais une question pour Nicolas Autier, parce que finalement, là, on a une description des patients à risque d'overdose auxquels on s'attendait un petit peu, à part ton sous-groupe de 40%, finalement assez important, de femmes, 62 ans. Donc, ce n'est pas le groupe auquel nous sommes confrontés habituellement, hein. Donc, ma question, elle est simple, c'est que finalement, ce type de patient tel, ce n'est pas nous qui la voyons. Donc comment allons-nous sensibiliser nos collègues prescripteurs, et quel sera le moyen de toucher cette population? Parce que ce n'est pas une population de XAPA, clairement. Donc est-ce que c'est les pharmaciens, par exemple, auraient-ils un rôle à jouer intéressant? Et dans cette population, est-ce que tu envisagerais une prescription de naloxone? Mais je ne vois pas comment ça s'articulerait. Est-ce que tu avais réfléchi un petit peu à ça? Merci. Oui, c'est vrai. Je ne regrette pas d'avoir fait la présentation quand même aujourd'hui, même si c'est beaucoup d'addictologues, mais parce que c'est un problème global, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en compte effectivement ces différentes populations les unes à côté des autres, et puis certaines passent de l'une à l'autre. Oui, il faut informer le monde de l'addictologie, mais c'est sûr qu'il faut informer les soins primaires. Et c'est une problématique qui concerne particulièrement les soins primaires. Le pharmacien qui délivre et qui donc peut très bien faire passer régulièrement des messages d'information, de prévention, de réduction des risques, etc. Et je pense que le pharmacien va de plus en plus rentrer dans ce rôle-là, puisqu'on sait qu'ils vont s'installer de plus en plus des sortes de consultations pharmaceutiques. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin, en tout cas, ça va finir par se concrétiser probablement. Donc il faudra bien qu'ils aient un rôle à jouer, et donc ça va passer par là, et tant mieux. Et puis, effectivement, travailler avec, informer la communauté des soins primaires, les médecins, et informer les algologues, alors qu'ils ne sont pas la majorité des prescripteurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux, les algologues. Hein, mais c'est comme pour l'addictologie. Mais enfin, beaucoup de patients complexes passent entre leurs mains, et notamment les patients qui ont des comorbidités associées, et particulièrement psychiatriques. Donc eux aussi, il faut les informer sur les prescriptions. Donc on est en train de faire des études avec les rhumatologues en France aussi, pour travailler spécifiquement sur les rhumatologues qui voient assez peu de douleurs cancéreuses, mais qui voient beaucoup de patients avec des prescriptions d'opioïdes. On est en train de travailler avec eux pour communiquer sur ce sujet-là. L'idée, c'est de communiquer largement sur ces données-là pour que chacun s'en empare. Très bien, Swiss Timing, on arrive juste pour la pause. Mais alors, comme on a un programme extrêmement riche et que Charles-Aimé et Nicolas aimeraient bien commencer à l'heure, je vous demande impérativement de vous retrouver dans 15 minutes ici.